c'est le Dr Dario Garcia. Je suis le président de l'SOGC. Aujourd'hui, nous allons parler des VPH. Les VPH, c'est le virus du papillome humain. Et qu'est-ce que les VPH, en fin de compte? Qui peut les contracter? Comment ça se transmet-il? Et que peut-on faire si on l'a contracté? Aussi, comment est-ce qu'on peut s'en protéger du VPH? Et pourquoi la vaccination est-elle aussi importante pour la santé? Notre invité ce soir, aujourd'hui, c'est le Dr Mark Esteven. Le Dr Esteven est médecin famille. Il est président du réseau canadien de prévention du VPH. Il est coprésident VPH Action Globale. Il est membre de l'exécutif et président du comité de formation de l'International Papillomavirus Society, École de santé publique de l'Université de Montréal, éditeur adjoint du journal Lower Genital Tract Disease et GOGC, et en fin de compte, il travaille dans GMF Cité du Parc La Fontaine. Fait que j'aimerais dire bonjour, Dr Esteven, et merci beaucoup pour votre présence. Bonjour, merci de l'invitation, c'est très apprécié. Donc, tout d'abord, on va vous faire quelques questions, Dr Esteven, pour partager avec le public. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire en termes simples, pour les gens qui nous écoutent, ce qui est le VPH? Le VPH, c'est une grande famille de virus qui attaquent les humains. Il y a des papillomavirus qui affectent d'autres mammifères, mais c'est spécifique aux espèces. Donc, les humains ont à peu près 200 génotypes. On dit aussi les types. Certains sont spécifiques aux régions anogénitales et aussi la bouche, les voies respiratoires. Et on divise grossièrement ces VPH en VPH qui sont à risque élevé de causer des cancers si l'infection n'est pas maîtrisée par notre système immunitaire, et d'autres VPH qui sont à faible risque, qui causent des verrues aux organes génitaux, dans la bouche, les voies respiratoires. Oh, merci beaucoup. Et comment se transmet-il le VPH? Le VPH, c'est une maladie transmissible sexuellement, donc on enlève les vieux préjugés, là, les poignées de porte, les ustensiles, les toilettes sales, tout ça. Il faut des contacts intimes, et par contact intime, on va parler de toute forme de contact des organes génitaux entre des personnes de sexe opposé ou de même sexe, et aussi des contacts de la bouche avec la région anogénitale. Donc, toute forme d'intimité avec ces zones va permettre le transfert des VPH qui causent les verrues ou les différents cancers. Par contre, on sait que les verrues des doigts ne sont pas transmissibles aux organes génitaux. Les verrues des organes génitaux, des voies respiratoires, ne sont pas transmissibles aux doigts. Donc, cette quarantaine nous cause beaucoup de problèmes en clinique. Merci beaucoup pour la réponse si complète. Vous savez, Dr Esteven, on me demande souvent, je suppose que c'est la même chose avec mes collègues, comment est-il possible d'avoir un pap test anormal, d'avoir un VPH, quand on a les mêmes partenaires sexuels depuis des années, voire des décennies? Comment ça se fait que tout d'un coup, on nous trouve des lésions? C'est très intéressant parce que le VPH a une réponse immunitaire assez particulière. Le VPH, c'est un virus qui ne tue pas les cellules humaines, donc ça amène pas une réponse inflammatoire et une réponse immunitaire rapide. Donc, pour certaines personnes, ça peut même prendre plus qu'1 an et voire jusqu'à 2 ans pour se débarrasser des VPH qui causent des précancers ou qui causent des verrues. Et là, à un moment donné, on a une réponse immunitaire et pour certaines personnes, on se débarrasse du virus. Mais cette réponse immunitaire n'est pas longue. Le fait que même à l'intérieur d'un couple stable, on peut se faire réinfecter avec le même VPH. Et si on est stable avec quelqu'un, on peut garder le virus sous la surveillance de notre système immunitaire et 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40, 50 ans après, ce virus-là n'est plus protégé par notre système immunitaire. Un peu comme avec le zona, on a l'immunosénescence, notre système immunitaire faillit et là, le virus peut à ce moment-là revenir. Donc, développement d'une réponse immunitaire qui nous permet de nous en débarrasser, se faire réinfecter, mais plus tard peut ressurgir. Ah, mais c'est très intéressant. Je suppose que ça, c'est une des réponses que les personnes vont trouver très intéressante parce que ça revient beaucoup et ça cause beaucoup d'angoisse. Merci beaucoup. Donc,
L'Organisation mondiale de la santé a appelé à une élimination du cancer du col de l'utérus pour 2030. Comment pensez-vous que l'OMS compte y arriver? L'OMS nous donne 3 grands objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de vacciner les jeunes. C'est certainement la meilleure façon d'éliminer le cancer du col. On élimine la transmission et en éliminant la transmission aussi, on fait que dans la population, ce virus circule de moins en moins. Donc, premièrement, la vaccination des jeunes. Deuxièmement, il y a aussi le dépistage. Donc, chez quelqu'un qui n'a pas de signes et qui n'a pas de symptômes de lésions causées par le VPH aux organes génitaux, on va faire un prélèvement pour voir les cellules, si les cellules au niveau du col de l'utérus nous permettent de voir des lésions qui, non suivies, non traitées, pourraient se développer en cancer. Donc, on veut que les personnes aient un dépistage pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Et le troisième pilier, c'est lorsque ces femmes qui sont dépistées ont des résultats anormaux, que ces personnes aient la possibilité d'être traitées dans le stade des précancers. Donc, on peut brûler, on peut coaguler, on peut exciser la lésion. Mais si on découvre les personnes au stade du cancer, d'avoir accès à la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, c'est les 3 grands objectifs de l'élimination du cancer du col pour l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour laisser un peu plus clair, sur le point 2 surtout, c'est qu'est-ce que vous appelez trouver des cellules, on le mentionne de 2 façons, soit la cytologie ou les pap tests qui est mieux connu sous ce nom-là. Effectivement? Oui, exactement. Mais on sait que de tous les cancers qui sont causés par le VPH, dépendant de qu'est-ce qu'on considère des cancers reliés au VPH, on parle de 9 à 11 cancers. Il y en a un seul qui peut être détecté précocement, traiter les lésions pour éviter que ça se prolonge vers le cancer du col de l'utérus. Pour les autres cancers, on doit être alerte aux signes et aux symptômes précoces, qui fait qu'on est capable de traiter seulement localement avec une chirurgie ou de la radiothérapie sans nécessairement avoir besoin de chimiothérapie. Merci beaucoup. Et qu'est-il la recherche et les statistiques sur les taux actuels d'infection de VPH au Canada? C'est quoi notre quotidien, là, notre vie ici? Si on regarde dans la population générale, rendue à notre mort, 4 Canadiens sur 5 aura été infectés par un VPH des organes génitaux. Donc, c'est une infection qui est très fréquente, très sournoise et le condom protège bien, mais ça protège pas toutes les zones. Donc, le VPH, c'est 4 adultes sur 5 en aura eu. Par contre, quand on regarde les résultats de la campagne vaccinale, on est rendu à presque 13 ans de disponibilité du vaccin contre le VPH. On s'aperçoit au Québec où une étude a été faite chez les jeunes adultes qu'il y a une réduction significative des VPH qui sont couverts pour le vaccin 4 valent. Donc, on a une réduction très importante des infections, donc ça veut dire moins aussi de lésions dans la population. On a déjà les preuves aussi des réductions substantielles des verrues génitales, aussi une régression substantielle au niveau des lésions précancéreuses à travers le Canada. Donc, chez les personnes vaccinées, on a des résultats. C'est sûr, chez les personnes non vaccinées qui sont dans l'âge où les gens ont été vaccinés, leur risque est peut-être moindre, mais leur risque reste toujours. Surtout s'ils ont des relations avec des personnes qui viennent de pays où il n'y a pas de programme vaccinal, ou ont des relations avec des personnes aussi qui ne sont pas d'un groupe où la vaccination était disponible à l'école. D'accord. Donc, on doit comprendre aussi que le futur s'avère encore meilleur dans ce sens que le vaccin, les études que vous venez de mentionner, c'est sur des vaccins où il y a 4 sortes de souches de virus et maintenant on utilise un qui en a 9. Exactement. Donc, la recherche aussi se poursuit pour avoir des vaccins universels dans le futur où on pourra toucher et prévenir non seulement les VPH qui causent des cancers de la bouche, des voies respiratoires, de l'anus et des organes génitaux, mais pourront aussi toucher et nous prévenir des VPH qui causent, entre autres, des cancers de peau. Donc, actuellement, oui, on a des excellents vaccins très sécuritaires qui rendent les promesses qui ont été faites, mais le futur continue. On cherche pour encore mieux. Oui, merci. Donc,
Maintenant, pour ce qui arrive, c'est très d'actualité là, avec la pandémie. Les programmes de vaccination contre le VPH dans les écoles ont été reportés, le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça vous inquiète? Et puis, est-ce qu'on a mis en place d'autres options pour pallier à la situation? Je suis effectivement très inquiet. On sait qu'est-ce qui se passe avec la vaccination au Canada. On focus surtout chez les jeunes de 9 à 14 ans, mais on sait très bien que si on arrête la campagne de vaccination, de reprendre l'habitude de se faire vacciner et surtout de retracer ceux qui étaient les plus vieux et qui sont sortis de l'âge régulier de la vaccination, on craint de pouvoir retracer très peu de ces jeunes-là dans le futur. Et je crois qu'au Canada, on a manqué beaucoup d'imagination. On a pu imaginer des réponses quand on manquait des préposés aux bénéficiaires, mais on aurait certainement pu former une armée de vaccinateurs avec une formation relativement abrégée qui nous aurait permis de nous pratiquer avant l'arrivée du vaccin COVID, entre autres. Mais on calcule que les dommages que le COVID aura causés, non seulement à la vaccination, mais aussi au dépistage, va se calculer probablement dans 10 ans et on prévoit qu'il peut y avoir jusqu'à 10% plus de mortalité par cancer, étant donné le manque de dépistage et de vaccination qu'on aura fait à cause de la COVID. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Vous savez, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a été la première organisation à demander une éradication du cancer des côtes de l'utérus au Canada, puis idéalement à niveau mondial. Et depuis, l'Organisation mondiale de la santé a déployé une stratégie partout dans le monde pour éliminer ce cancer. Croyez-vous que ce soit réaliste comme but? Je pense qu'il faut faire attention avec les mots. L'Organisation mondiale de la santé parle de l'élimination. Et ça veut dire 4 cas ou moins par 100 000 personnes. L'éradication, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun cas sur la Terre. On peut prédire actuellement que dans 50 ans, si tout va bien, qu'on a les nouveaux tests de dépistage, qu'on a les vaccins thérapeutiques et non pas juste les vaccins préventifs, on aura dans 50 ans éradiqué le cancer du col de l'utérus. Si on parle d'éradication, au Canada, on est entre 7 et 8 par 100 000 de population. Et c'est sûr, si tout le monde prend ça au sérieux, non seulement les médecins, mais aussi les infirmières, les pharmaciens, les parents, les personnes actives sexuellement, de respecter les intervalles pour les dépistages, de retourner lorsqu'on a des résultats normaux. Il n'y a rien qui fait que le Canada ne serait pas capable d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. Mais pour ça, il va falloir que 90% de la population cible ait été vaccinée. Et on le sait qu'il y a très peu de places au Canada où on obtient le 90%. Il faut que 70% des gens aient eu leur test de dépistage selon les recommandations. Et on sait qu'il y a plusieurs populations qui n'atteignent pas du tout ce chiffre-là. On regarde surtout les personnes autochtones, on parle dans la population transgenre, on parle de femmes immigrées et réfugiées, on parle aussi des personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs. Donc, il y a beaucoup de travail pour le dépistage. Et pour ce qui est du traitement, c'est probablement la partie qui me fait le moins peur. On sait qu'au Canada, une fois qu'on est détecté avec un cancer, on a accès à une médecine, que ce soit de la chirurgie, de la chimiothérapie ou de toute forme maintenant de vaccins thérapeutiques. Du côté du traitement des lésions, c'est la partie qui me fait le moins peur. C'est vraiment, faut augmenter les dépistages, faut augmenter la vaccination. Donc, vous savez qu'on parle beaucoup de la vaccination chez les jeunes. Donc, on commence au primaire, puis il y a une dose de rattrapage. Mais une question qui revient souvent chez toutes nos patientes, là, c'est j'ai pas été vacciné à l'époque, j'ai plus que 26 ans, donc j'ai pas été vacciné quand ça a commencé. Jusqu'à quel âge je peux être vacciné? Je peux vous dire que les Australiens nous font la leçon depuis longtemps sur des choses qui ont été faites en Australie, qu'on n'a pas reproduit ailleurs dans le monde. Et qu'est-ce qui fait que ça va être les Australiens qui vont probablement non seulement éliminer, mais aussi éradiquer le cancer du col de l'utérus? Au début, on a vacciné jusqu'à 26 ans.
Donc, au Canada, presque partout, sauf les personnes immunosupprimées et les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, on arrête la vaccination avant l'âge de 18 ans. Aussi, il y a certains pays qui ont adopté une règle j'ai été éligible, je suis toujours éligible. Donc, il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas eu la vaccination. On le sait, les faits alternatifs, les mauvaises informations, les parents qui voulaient pas donner un faux signal que leurs jeunes pouvaient commencer leur sexualité. Toutes des choses qui sont avérées complètement fausses. Donc, on voudrait que toute personne qui a déjà été éligible soit capable d'obtenir gratuitement la vaccination, peu importe l'âge où elle est rendue. Et on le sait que les budgets en santé ne sont pas illimités, mais il y a certainement des bénéfices pour les personnes en dehors de l'âge de 26 ans qui peuvent bénéficier des vaccins, entre autres les gens qui vont changer de partenaire ou qui sont partenaires de quelqu'un qui a été diagnostiqué avec des virus génitales ou des cytologies anormales ou des tests de VPH. Donc, il y a lieu de penser la vaccination comme étant quelque chose qui est le plus efficace, le plus rentable avant le début des relations sexuelles. Mais on a plein d'études qui nous montrent que de vacciner les gens qui sont traités pour des lésions diminue leur risque d'avoir une rechute de leur lésion ou d'avoir cette même lésion à un autre site de leur corps. Donc, on dépasse ce qui est recommandé actuellement. Notre comité consultatif national de l'immunisation a enlevé la limite d'âge. Quand quelqu'un a besoin d'une protection contre le VPH, on doit pouvoir lui offrir si elle le veut. Par contre, ce n'est souvent pas payé par les gouvernements. Ça peut être payé par les assurances. Mais je dis à mes patients, c'est un bon investissement sur votre santé à long terme. Merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, quels conseils donnerez-vous aux personnes sexuellement actives sur la protection contre le VPH? Moi, je pense qu'une personne qui est sexuellement active avec une maladie qui touche 4 personnes sur 5 et jusqu'à un tiers de ces personnes-là auront des lésions qui vont avoir besoin soit de chirurgie, de se faire brûler les lésions ou de se faire brûler les lésions. Je pense que c'est un bon investissement sur notre santé sexuelle de se vacciner. Si on est en train de changer de partenaire ou notre partenaire a une histoire d'avoir des lésions. Et on sait maintenant, avec plus de 200 millions de doses distribuées à travers le monde, que le vaccin est très sécuritaire, que le vaccin est aussi très efficace. L'autre chose, c'est pour les personnes qui ont un col utérus, d'aller selon les recommandations locales pour le dépistage, pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Donc, on le sait que le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer le plus élevé chez les femmes et on stagne au Canada. Il y a très peu de diminution. Dans les années 1950 jusqu'à à peu près l'année 2000, on descendait tranquillement, pas vite. Mais depuis l'an 2000, on est assez stable et on diminue très peu. Donc, il y a une difficulté pour certaines personnes à penser de faire leur pap test. Certains n'ont pas de médecin de famille, n'ont pas d'infirmière de famille qui les suit, mais pensez le mot autour de vous. Là, n'oubliez pas de passer vos tests de dépistage. Et pour les gens qui ont des signes et des symptômes de lésions, d'excroissance, de segments, de plaies qui ne guérissent pas au niveau de l'anus, au niveau des organes génitaux, de la bouche ou de la gorge, consultez rapidement parce que ça peut être un symptôme très précoce de cancer qui fait qu'un traitement local, sans nécessairement chimiothérapie ou radiothérapie, pourrait vous enlever le cancer en question. Docteur Steven, si vous me permettez une dernière question, parce que j'ai ouvert une porte tantôt, on parlait des vaccins avec 4 souches du virus, après ça on parlait du vaccin à 9. Et si vous avez quelques petits mots pour ces gens, ces filles qui ont reçu le vaccin Quadrivalent, les 3 doses, et que maintenant se pose la question s'ils devraient recevoir une dose de rappel pour les non-avalants. On regarde le dommage au niveau des condylomes ou des verrues au niveau respiratoire. Le nouveau vaccin
donne pas plus d'immunité que avec le 9 valent par rapport aux 4 valents. On sait que les 2 principaux virus qui sont associés au cancer, le 16 et le 18, sont présents dans les 2 vaccins. Je ferais probablement une recommandation plus pour les femmes qui ont des lésions du col qui reviennent tout le temps. On le sait que c'est probablement dans ce groupe où il y a probablement les avantages les plus importants de recevoir une nouvelle vaccination avec le 9 valent. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie énormément pour partager vos connaissances. Ça va être extrêmement utile pour les gens qui vont nous entendre. On sait que demain, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots dessus, là, c'est la journée de conscientisation sur le VPH. Oui, demain, c'est la journée internationale de sensibilisation sur le VPH avec un thème qui dit « Ensemble, nous pouvons le vaincre ». On oublie qu'on a une pandémie à travers le monde pour laquelle on a 2 outils qui sont extraordinairement efficaces pour réduire la mortalité. Puis il y a comme une banalisation, comme quoi que c'est acceptable d'avoir 7 femmes sur 100 000 par année qui vont avoir un cancer et 2 par 100 000 à peu près qui vont mourir. Mais il faut pas oublier que pour 2,5 femmes qui sont diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus, il y en a une qui va avoir un cancer de vulve, de vagin ou d'anus, qui sont des cancers encore pires souvent à traiter que le cancer du col de l'utérus. On a des outils, donc il faut les utiliser, puis actuellement, il faut faire la pression politique pour que nos gouvernements bougent, mettent les ressources nécessaires. On est capable, il n'y a aucune raison que le Canada ne soit pas dans le peloton des pays qui vont avoir éliminé le cancer du col de l'utérus. Et ça passe par les efforts de tous et chacun et toutes et chacune. Donc, merci beaucoup. Très apprécié pour votre collaboration et je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier vos réponses. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.